L'écologie, c'est chic, avec une nouvelle tendance un peu improbable, le luxe durable. On vous fera visiter aujourd'hui des palaces 5 étoiles où les clients trient leurs poubelles et sortent en limousine hybride. On vous fera essayer des bijoux en or massif, mais éthiques, s'il vous plaît. Les milliardaires de demain seront verts ou ne seront pas. On a envie de penser à un confort, au beau, à l'esthétisme, à l'innovation, mais en même temps, eh bien, on a les pieds sur terre et on s'aperçoit que le monde change. Et on ne voit pas pourquoi aujourd'hui le luxe ne devrait pas non plus se préoccuper de toutes ces problématiques environnementales et sociales. Et donc aujourd'hui, on travaille en ce sens et on essaie de proposer de plus en plus de prestations qui sont éco-conçues. Et ce coup de com' n'est pas une exception. Le luxe durable a même eu son salon au printemps, au palais de Tokyo. Chacun pouvait s'extasier devant un bolide électrique, une coupe de champagne à la main. Vous savez, le même que tout à l'heure. L'amour de la planète n'est plus la chasse gardée des hippies mal accoutrés. Mais dans ce salon, on ne trouve pas vraiment de vrais riches, ni de grandes marques internationales de luxe. Pour Dana Thomas, c'est normal. Depuis que le luxe a succombé aux sirènes de la globalisation et de la fabrication Made in China, on ne le reconnaît plus. Avant, le luxe était un marché de niche, réservé à une minorité et très luxueux. Les produits étaient d'excellente qualité et résistants, donc écologiques. À l'époque, les fabricants ne produisaient vraiment pas beaucoup, alors qu'aujourd'hui, ils font pression sur nous pour qu'on achète tous ces produits. Et c'est ça, précisément, qui fait que le luxe est quelque chose qui va à l'encontre du développement durable. On utilise des stars de tous les domaines, par exemple Moby, Paul McCartney, Bryan Adams ou Kim Basinger. Les personnalités sont vraiment capitales pour sensibiliser le public à nos causes. En France aussi, on joue la carte People. Le site de la Fondation Nicolas Hulot met en avant une centaine d'ambassadeurs qui rivalisent de bonnes raisons. Alors résumons-nous, pour que le sac plastique biodégradable ne soit pas une fausse bonne idée, il faut impérativement un composteur au bout du jardin et ça, pour les citadins, c'est pas gagné. Heureusement, certaines collectivités locales y ont pensé. Ce compostage, elles s'en chargent elles-mêmes grâce au tri sélectif. C'est la dernière étape de notre enquête. Chez les Le Guen, ce soir, c'est concours familial d'épluchage en vue du pot-au-feu du dîner. L'épluchure de carottes. Alors on va voir qui c'est qui va terminer en premier. Hein? Et hop, on met le tout dans la cocotte. Et qui dit pot-au-feu dit épluchure. Et chez les Le Guen, les épluchures terminent invariablement dans des sacs plastiques biodégradables qu'offre la mairie. Direction la poubelle pour les déchets organiques, avec les coquilles d'œufs, les restes de viande, les fruits pourris, etc. On a découvert les sacs en même temps que le tri, en même temps qu'on nous a demandé effectivement de trier. Et c'est vrai que bon, on l'a rapidement adopté en fait. C'est vrai que moi je trouve ça très bien. Les Le Guen ne sont pas une exception. Toute la communauté urbaine de Lorient s'y est mise. C'est l'une des rares en France qui ait instauré ce système. 1 à 2 collectes par semaine depuis 6 ans. Au départ, les élus ne voulaient pas d'incinérateur, trop cher, trop polluant. Mais ils n'avaient pas assez de place pour enfouir les déchets. C'est comme ça qu'ils ont opté pour le compostage des déchets organiques. Ça marche plutôt bien, un administré sur 3 les utilise. Mais est-ce que ça ne coûterait pas un peu cher? Réponse avec Gérard Falquiro, le maire de Caudan. À la tonne traitée, le système qui a été mis en place à Lorient n'est pas plus cher que les autres systèmes qui sont mis en place dans d'autres collectivités. Le coût annuel, c'est 150 000 à 200 000 euros. Rapporté au coût global de fonctionnement donc de toute la collecte et du traitement des déchets ménagers sur le Cap Lorient, ça représente quelques pourcents uniquement. Quelques pourcents, c'est combien environ? C'est 1 à 2%. À l'usine de recyclage, les déchets organiques et leurs sacs bioplastiques sont mélangés à de la terre. Puis ils sont mis dans le composteur géant, où ils vont rester végétés, c'est le moment ou jamais d'employer le terme, 4 bonnes semaines, à une température de 60 degrés. On triera ensuite les rares déchets qui ne sont pas biodégradables. Le compost fabriqué donc avec les biodéchets collectés séparément d'excellente qualité, ils ont complètement disparu, ils ont été dégradés par les micro-organismes. Et la chaîne organique, qui constitue la fibre du sac, elle est complètement dégradée à l'échelle moléculaire. Au final, ce compost sera même vendu quelques euros la tonne aux agriculteurs. Et si c'était cela, l'avenir rêvé?
Les sacs plastiques du pharmacien, du disquaire, du poissonnier, tous les sacs plastiques du monde seraient biodégradables. Une fois percés, inutilisables, ils seraient eux aussi recyclés et la pomme de terre retournerait à la pomme de terre. Donc nous, on s'est basé clairement sur la moindre consommation de ressources naturelles et c'est un pari que nous faisons pour l'avenir pour obtenir des prix de revient qui seront équivalents, nous l'espérons même, voire inférieurs à ce que nous faisons aujourd'hui avec de la matière vierge. L'audace et l'innovation ont payé. 5 millions de stylos ont été vendus en Europe en 2009, soit le double des premières estimations. Le succès est tel que la maison mère japonaise produit elle aussi ses propres B2B pour le marché américain. Les Hauts-Savoyards restent pilotes dans leur domaine. Ils envisagent pour la rentrée prochaine de nouvelles variantes de leurs stylos. Je m'appelle Eric. Moi de même. Moi, j'ai la peau sensible. Pour moi, c'est la planète qui est sensible. Moi, je me rase avec le bic une lame. Et moi, avec le bic, 3 lames. En plus, maintenant, le bic me les recycle. Et moi, je m'appelle Cantona. Et alors? Et moi, je suis célèbre. Et moi, je suis responsable. Les rasoirs bic deviennent enfin recyclables. On va pas se battre entre Eric. C'était un ménage, il y avait ça d'ordures en 59. En 70, il y a presque ça en 2 jours. C'est absolument affolant. C'est d'ailleurs un des grands trucs, je crois qu'un des grands problèmes des ordures sont les emballages des produits alimentaires. Et c'est suremballé, surconditionné, et c'est ça qui fait la plus grande pollution d'ordures au monde. Lorsque nous avons fait ce film, New York produisait 60 000 tonnes d'ordures par jour. C'est une grosse accumulation. Un homme qui promène un regard décalé mais aiguisé sur les consommateurs que nous sommes. Un regard d'artiste. Schult, que je vais vous présenter dans un instant, est un Allemand fasciné par nos déchets. Vous connaissez peut-être ces trash people, ces 1000 silhouettes étranges qu'il promène de pays en pays, ou cet hôtel qu'il a construit à Rome, uniquement avec des détritus ramassés sur des plages. Bref, cet artiste hors norme, je ne pouvais pas le rencontrer dans un endroit classique. Je lui ai donc donné rendez-vous dans une casse automobile en région parisienne. Tout de suite, voici son passeport vert. Nom, Schult. Prénom, Hans-Jürgen, dit A. Profession, sculpteur. Ce qu'on voit derrière nous, c'est l'autre facette de Paris. Et on est assez content du site qu'on a trouvé. Là, je me dis que vous êtes totalement dans votre élément. Oui, c'est un endroit qui évoque une longue tradition. Une tradition qui remonte aux années 60. Mes amis artistes, comme Armand ou César, ont travaillé dans ce genre de lieu.
Pourtant, cet endroit est d'une grande actualité, car il faut bien qu'on réfléchisse à ce qu'on fera de nos voitures dans l'avenir. Sinon, nous irons droit dans le mur. Alors, bien sûr, à Schultz, l'une de vos œuvres majeures, connues dans le monde entier, ce sont ces fameux Trashmen, 1000 silhouettes, fabriquées évidemment avec des déchets, dont vous avez expliqué quelles étaient, selon vous, les victimes, la représentation de ces victimes silencieuses de la surconsommation. C'est extraordinaire, cette aventure des Trashmen. Vous pouvez nous expliquer, nous raconter un peu la genèse de ce projet-là ? Ces 1000 trash people avec lesquels j'ai fait le tour du monde, ce sont des demandeurs d'asile. Ils sont les prisonniers de l'ère de la consommation, le miroir de notre époque. Mes sculptures seront les vestiges archéologiques de demain. La canette de coca sera demain l'équivalent d'une trouvaille romaine. Pour cela, le trash people est notre reflet. On produit des ordures et à la fin, on devient nous-mêmes des ordures. Je n'ai pas vraiment vécu le nazisme, mais j'ai grandi après-guerre. Et j'ai vu un pays, l'Allemagne, en ruine. Je suis un enfant des décombres de Berlin. Il y a un autre de votre travail que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est cet hôtel que vous avez construit à Rome, tout près du Vatican, donc vraiment dans le quartier historique de Rome. Un hôtel avec quelques chambres, construit uniquement avec des déchets récupérés sur des plages européennes. D'ailleurs, l'hôtel s'appelle Save the Beach. Comment est-ce que vous avez pu imposer à l'Italie, à la capitale italienne, ce genre de création-là ? L'idée, c'était de ramasser ces déchets sur les plages, au Portugal, en Italie, en France et en Belgique. La poubelle de la mer, c'est le miroir de notre planète. Si on reste à la surface de la mer, on ne se rend pas compte qu'elle est devenue une énorme décharge. C'est pour cela que j'ai fait ramasser ces déchets pour construire cet hôtel. Et je l'ai installé tout près du tombeau d'Adrien, au Vatican. Personne ne s'y est opposé, puisque même le Vatican et le pape sont conscients de l'urgence de ce problème.